deuxième sens vous invite à un voyage au cœur du son, des sons, de celles et ceux qui l'ont étudié, contrôlé, dominé, normé pour façonner les paysages sonores qui enveloppent nos oreilles. On y croisera des prophètes de l'Antiquité, des physiciens, des bidouilleurs, des luthiers, les oreilles des gens ordinaires, des architectes. Vos guides dans cette exploration seront Alice Demsen-Meyer, acousticienne, et Aurélien Ruellet, historien. Aujourd'hui, introduction. Pourquoi le deuxième sens ? Tu vois de quoi je parle ? L'expression, quand on y pense, est absurde. Si je parle, ça doit s'entendre, pas se voir. Si la formule ne choque pas nos oreilles, c'est qu'elle confirme un préjugé bien enraciné, au moins en Occident. On comprend et on apprend en regardant davantage qu'en écoutant. L'audition est bien, derrière la vue, le deuxième sens. Je suis Alice Demsen-Meyer, acousticienne à l'Université du Mans, et pour répondre à cette question, aujourd'hui, je suis avec mon collègue Aurélien Ruellet, historien à l'Université du Mans. Bonjour Aurélien. Bonjour. On dit en général qu'il y a 5 sens, en omettant d'ailleurs certains sens jugés comme secondaires, comme l'équilibre ou la douleur. D'où vient cette notion commune des 5 sens, et quelle place occupe l'audition dans leur hiérarchie ? Alors cette idée, on la trouve déjà présente chez Aristote dans son traité des Anima, de l'âme, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Dans ce texte qui s'intéresse au fonctionnement de l'âme, anima en latin, Aristote présente les 5 sens externes et il adopte pour cela un ordre bien particulier, la vue d'abord, puis ensuite l'ouïe, l'odorat, le goût et enfin le toucher. Cette hiérarchie des sens que pose Aristote, elle va ensuite traverser toute l'Antiquité, tout le Moyen-Âge et on va la retrouver presque intacte à la Renaissance. Entre tous les sens, celui de la vue a été jugé par l'avis commun de tous les philosophes le plus noble, le plus parfait, le plus admirable. Son excellence se fait paraître en une infinité de choses. La vue, en son opération, a comme une espèce de liberté que nature a déniée aux autres sens. Les oreilles sont toujours ouvertes, et le nez aussi. La peau est exposée au froid et au chaud. Mais les yeux ont des paupières qui s'ouvrent et ferment quand nous voulons, pour voir ou ne point voir, sinon quand il nous plaît. André du Laurence, Discours de la conservation de la vue, 1598. Alors qu'est-ce que traduit ce texte finalement ? Ce texte nous dit d'abord que la vue a un statut vraiment privilégié sous le regard des médecins et des philosophes. C'est aussi le moment où on va poser qu'il y a des sens plutôt du côté de l'âme, la vue et l'ouïe, et d'autres plutôt du côté du corps, l'odorat, le goût et le toucher,
Et ce contraste entre des sens plutôt intellectuels et des sens plutôt organiques correspond également à une différence entre des sens distants et des sens proximaux. Il y a des sens qui s'accommodent de la distance par rapport à l'objet. On peut être loin de ce qu'on voit ou de ce qu'on entend. Et il y a au contraire des sens qui imposent la proximité. C'est le cas, bien entendu, du toucher. L'homme est composé de deux parties, du corps et de l'âme. La vue et l'ouïe servent plus à l'âme qu'au corps. Le goût et l'attouchement servent plus au corps qu'à l'âme. L'odorat sert à tous les deux également. À nouveau, André Dulaurence permet de comprendre cette différence entre des sens organiques, corporels, et des sens intellectuels. Est-ce que le fait qu'il y ait des sens corporels signifie qu'il y a des sens qui sont inférieurs ? Alors oui, le fait que des sens soient considérés comme davantage corporels qu'intellectuels, ça va expliquer le fait qu'ils soient considérés comme subalternes, notamment à la Renaissance, qui marque le début d'un mouvement culturel de grande ampleur que les historiens ont qualifié de civilisation des mœurs. Par ce terme de civilisation des mœurs, les historiens ont voulu signifier qu'il fallait discipliner les corps, il fallait refouler le corps, refouler le corporel, chasser aussi l'impropre, réprimer tout ce qui pouvait exister de trop organique chez les individus. L'un des exemples les plus évidents, ce sont les manières de table, la façon de se tenir à table. On doit faire moins de bruit en mangeant, par exemple. On doit mettre à distance l'animal et le corps en utilisant des couverts, qui est une manière aussi de mettre à distance la bestialité de l'acte d'alimentation. Et inversement, la vue, qui est par excellence le sens distant, par excellence le sens intellectuel, va devenir particulièrement valorisée. Et c'est pas un hasard si c'est par une métaphore visuelle, les Lumières, qu'on va décrire le mouvement de développement de la raison, le mouvement de développement de l'esprit critique au XVIIIe siècle. Ça peut paraître paradoxal, parce que c'est aussi au XVIIIe siècle qu'on commence à s'intéresser à la synesthésie, aux relations ou à la collaboration entre les sens dans la perception des objets et de l'environnement. Et pourtant, Aurélien, l'ouïe est un sens distant comme la vue, donc il pourrait être intellectuel également. Alors c'est effectivement un sens intellectuel, mais qui est considéré comme subalterne par rapport à la vue. Et de ce point de vue-là, depuis Aristote, l'ouïe, l'audition, reste le second sens. Pourtant, nos sociétés sont basées sur une communication orale, historiquement, avant de s'appuyer sur une communication plutôt écrite ou visuelle. Oui, mais justement, l'écrit est arrivé et a modifié la façon d'utiliser aussi la parole et l'audition. Ça a été pas mal travaillé par les historiens et les anthropologues qui ont réfléchi à ce que cette hiérarchie sensorielle, le fait que la vue soit considérée comme le premier sens, qui ont réfléchi à ce que ça impliquait pour la communication. Et il y a un intellectuel américain en particulier qui a travaillé cette question, qui est Walter J. Hong. C'était un prêtre jésuite décédé en 2003, qui a enseigné dans plusieurs universités d'Amérique du Nord. Il avait étudié initialement l'histoire de la logique et de la rhétorique pendant la Renaissance française, avant d'élargir ses intérêts aux questions de communication et aux questions de médias. Et dans ses ouvrages, Walter Hong défend l'idée que les sociétés du passé étaient des sociétés qui avaient une hiérarchie sensorielle un peu différente des nôtres. En particulier, selon lui, ces sociétés du passé, ces sociétés notamment médiévales et à la Renaissance, reposaient davantage sur l'oralité que sur l'écriture. Elles reposaient beaucoup plus que les nôtres sur le fait d'avoir une oreille éduquée. Pour lui, ce sont des sociétés orales, mais orales écrit A-U-R-A-L-E-S, du latin auris qui signifie l'oreille, au sens où ces sociétés reposaient sur l'oreille et aussi sur la mémoire. Et selon Walter Hong, la domination sans partage de la vue serait finalement relativement récente dans l'histoire des civilisations humaines, et les sociétés humaines auraient d'abord été des sociétés du toucher, des sociétés de l'ouïe, avant d'être des sociétés de l'écrit, un petit peu comme un nourrisson en réalité qui appréhende le monde qui l'environne d'abord par ses sens proximaux, en portant les objets à sa bouche, en les touchant avec ses lèvres,
en sentant et en goûtant le monde avant de le mettre à distance par la vue. Et Walter Hang propose que l'histoire de l'humanité soit au fond un petit peu la même que l'histoire d'un nourrisson qui, peu à peu, se sert de moins en moins de ses sens proximaux et donne la priorité aux sens distants que sont l'ouïe et surtout la vue. Ce qui explique selon lui que l'écrit et la vue se sont rapidement imposés comme vecteurs prioritaires fondamentaux de la communication. Things have changed. And how have they changed? Well, let's go all the way back to the beginning, to the time before there was any writing at all. Now, this is very difficult for us to imagine. Les choses ont changé. Et comment ont-elles changé? Revenons au commencement, à l'époque avant qu'il n'y ait l'écriture. C'est très difficile pour nous d'imaginer ce qu'est une culture orale, une culture totalement orale, où personne ne peut écrire et personne n'a même pensé à la possibilité d'écrire. Dans une culture comme celle-ci, n'oubliez pas, personne n'a jamais regardé quelque chose, au sens de chercher une information. Quand un tel est né, quand un tel autre est mort, qu'est-ce qui appartient à qui, quand quelque chose s'est passé. En fait, personne n'a l'idée de regarder pour savoir. Il faut se rappeler que dire de regarder quelque chose, ça signifie que vous savez comment lire et écrire. Tout ce que les gens peuvent faire avant l'écriture, c'est de se rappeler, c'est-à-dire d'appeler à nouveau, dire à nouveau. Ils peuvent juste le dire à nouveau. Dans l'Iliade d'Homère, qui après tout est un poème divertissant, il y a plus de 400 vers qui vous donnent les noms et le nombre des capitaines des navires grecs et de leurs fidèles. C'est comme l'annuaire de la ville. Mais vous ne pouviez pas aller regarder leurs noms, vous ne pouviez pas les écrire. Si vous vouliez les entendre, vous deviez amener un de ces chanteurs et qu'il les chante pour vous. Vous deviez les rappeler. Dans ce genre de culture, dans laquelle peut-être la plupart du monde vit encore, plus ou moins, dans ce genre de culture, si vous ne connaissez pas quelque chose, vous demandez à quelqu'un. S'il ne le connaît pas, il demandera peut-être à quelqu'un d'autre. Quand vous avez épuisé les gens à qui vous pouviez demander, c'en est fini. C'est que personne ne sait. Il n'y a plus aucun moyen de le découvrir. Dans ce genre de culture, vous ne pouvez pas avoir de traité de type scientifique. Vous ne pouvez pas parler comme je parle. La chose la plus proche d'un traité que vous pouvez obtenir dans ce genre de culture, c'est une série d'aphorismes. Nourrissez les rhumes et affamez les fièvres. L'oiseau qui arrive le premier attrape le ver. L'art est long, mais la vie est courte. L'art est long et le temps s'enfuit. C'est le premier aphorisme d'Hippocrate, le plus ancien livre de médecine qu'on ait en Occident. Et c'est une série d'aphorismes. Tout ce que vous avez, ce sont des paroles. Vous ne pouvez pas faire une liste.
personne ne peut se rappeler des éléments dans le bon ordre. Rappelez-vous, n'oubliez pas que dans les cultures orales, même si ces gens ont des mémoires fantastiques, ce n'est jamais du mot pour mot. Personne, dans aucune culture orale dans le monde, pour autant qu'on puisse en juger par les études existantes, personne ne peut réciter quelque chose mot pour mot, quelque chose d'aussi long, disons, que le symbole de Nicée. C'est absolument impossible. Les gens peuvent vous raconter l'histoire avec précision, ils peuvent utiliser des formules, mais chaque fois qu'ils racontent l'histoire, ce sera un peu différent. Donc quand vous commencez à écrire, quelque chose se passe. Et qu'est-ce qui a fait finalement que l'écrit s'est imposé ? Alors la thèse des anthropologues, la thèse qui est en partie reprise par Walter Hang, c'est que la mise par écrit permet de faire des choses que l'oralité et l'audition ne peuvent pas faire. Avec un écrit, on peut transmettre un message loin, on peut garantir que ce message ne soit pas modifié, ne va pas fluctuer en passant d'un auditeur à un autre. On peut accéder directement à une information sans avoir à écouter la totalité du message. Quand on a accès à une liste, on peut parcourir d'un coup d'œil la liste sans être astreint à la lire du début jusqu'à la fin. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on écoute une parole, un message sonore qui astreint à une linéarité dans l'écoute. Avec les textes et avec l'écrit, on peut aussi présenter une information sous forme logique, par exemple sous la forme d'un tableau, d'une arborescence, d'une liste. Et c'est parfois très pratique pour communiquer certaines informations.
Imaginez communiquer une liste de courses ou une feuille d'impôt à l'oral, par la seule parole. Quelle galère ce serait. Oui, c'est vrai que c'est très pratique de communiquer par écrit. Est-ce qu'on doit se désoler finalement de la perte de l'oralité dans notre société ? Alors pour Walter Hang, qu'on a évoqué, et qui était un prêtre jésuite, effectivement, cette perte de l'oralité, c'est une perte pour l'humanité. Au fond, cette diminution de l'oralité, ce recul de l'oralité, réduit Dieu au silence. Or, dans la culture chrétienne, la révélation du message chrétien, la révélation de la vérité chrétienne, passe d'abord par la parole, la bonne parole que les apôtres doivent disséminer grâce à l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, les évangiles réservent une part très importante à la parole, qui est présente aussi dans des épisodes très, très importants de la Bible, par exemple la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pour Walter Hang, la parole et le monde des sons ont en fait une valeur théologique particulière. La parole, c'est du côté de l'esprit, alors que les Écritures, l'écrit, sont du côté de la lettre. Et pour la culture chrétienne, au fond, l'esprit compte plus que la lettre. Et qu'est-ce qu'il reste de cette hiérarchie aujourd'hui ? Alors nos sociétés, elles restent sans doute tributaires de cette hiérarchie qui imprègne notre culture de façon sans doute un peu diffuse, à travers des contrastes simples, sans doute trop simples, qu'on a incorporés, qu'on a intériorisés. L'idée par exemple que l'audition serait un sens plutôt passif, le son nous parviendrait alors que la vue, quant à elle, nous transporterait et appellerait de la part du sujet une action, une intention. L'ouïe serait affaire d'intériorité, l'audition quant à elle plutôt d'extériorité. L'ouïe serait un sens plus organique, la vue un sens plus intellectuel, et là on revient sur ce contraste qui est donc très ancien. L'ouïe serait du côté de la subjectivité du corps, tandis que la vision serait du côté de l'objectivité et de l'intellect. Évidemment, ça pose la question du fonctionnement de cette hiérarchie quand l'un des sens vient à manquer ou vient à être moins performant. Autrement dit, comment se passe la hiérarchie sensorielle lorsqu'on est malentendant, sourd, malvoyant ? Comment est-ce que ces situations viennent reconfigurer cette hiérarchie sensorielle qu'on a largement héritée de l'Antiquité ? Le Deuxième Sens, un podcast écrit et réalisé par Alice Demsen-Meyer et Aurélien Ruelli. Une coproduction Le Mans Université et Le Mans Sonore. Création sonore, mixage et mastering, Richard Comte.